Salut Moufid, comment tu vas? Salut Dario, je vais bien et toi? Ça va très bien. En fait, aujourd'hui, on va faire vraiment une vidéo assez spéciale Ouais. où le but c'est de rencontrer en fait un développeur. Ouais. Je pense que ça fait quand même près de 6 à 7 ans C'est ça, que tu es dans, exactement. dans le domaine du C'est développement. ça, Et exactement. franchement, je veux qu'on parle Ouais. du développement, qu'on parle du salaire de développeur. Déjà, comment devenir développeur en 2023? D'accord. Parce que c'est un sujet, c'est un métier d'actualité. Ça fait depuis des années quand même qu'on en parle, mais ça reste toujours d'actualité parce qu'il y a des nouvelles technologies. Exact. La tech, c'est vraiment le domaine qui avance le plus, où il y a de nouvelles choses au quotidien. Là, maintenant, on va aussi parler de l'IA. Je veux avoir ton avis sur l'IA. Le but, c'est de parler aussi, de présenter à la communauté ton retour d'expérience depuis ces années de développement. Et je pense que tu as fait pas mal de freelance aussi avec des entreprises. C'est aussi parler de freelance. Donc, on va vraiment rentrer dans le fond du sujet. On va parler salaire, on va dire les gros mots en griffe du développement. Donc, ce que je veux, c'est déjà que tu te présentes à la communauté. Moufid, c'est qui? Alors, Moufid, c'est un jeune passionné de l'informatique de manière générale. Okay, ça fait 6 ans, comme tu l'as dit, je fais de la programmation informatique, du partage aussi d'informations sur les réseaux comme Dario, donc tout ce qui a rapport au développement d'applications, donc GeoLab, où je fais aussi des interviews à des gens comme Dario, Scrum Master et tout, pour partager des expériences aussi un peu, pour élargir le cercle et faire apprendre aux gens de nouvelles choses dans l'informatique. Mais à part ça, je développe des applications et j'ai fait beaucoup de freelancing et voilà un peu pour moi. Ok, bah, c'est vrai, effectivement, Moufid a fait une interview avec moi, enfin c'est plutôt lui qui est venu vers moi. On a parlé sur sa chaîne du product owner, du métier de product owner, de mon parcours. Donc voilà, je mettrai aussi le lien de cette vidéo là pour que vous puissiez aller regarder. Ça vous permettra de me connaître. Donc en parlant un peu plus du sujet par rapport au développement, moi je veux qu'on parle rapidement de, pour toi déjà, comment on peut devenir développeur en 2023. Déjà, le métier de développeur c'est quoi? Déjà, parce que généralement, on entend les termes d'architecte solution, on entend les termes d'analyse programmeur, développeur, etc. Parfois, les gens peuvent se perdre dans tous ces termes-là. Est-ce que c'est la même chose, c'est le même métier? Et comment on peut devenir aujourd'hui développeur en 2023? Bon, déjà, je commence déjà par la première question, c'est quoi en fait un développeur? Moi, je vais plutôt aller de manière un peu plus large. Un développeur, c'est quelqu'un qui apporte une solution à des entreprises à travers en fait, la rédaction ou l'écriture de code. Donc, un développeur, c'est quelqu'un qui apporte une solution à une entreprise à travers le code. D'accord, ok. Et donc, en termes de termes, enfin, l'appellation développeur, est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui? Parce qu'on entend des gens dire ils sont analystes programmeurs, architectes, programmeurs, etc. C'est quoi le vrai terme pour désigner aujourd'hui un développeur dans les entreprises? Bon, au niveau du développement informatique, il y a plusieurs thèmes. Il y a la partie développeur full stack, développeur senior, développeur front-end, développeur back-end, DevOps, ainsi de suite. En fait, un développeur full stack, par exemple, c'est quelqu'un qui a la possibilité de pouvoir faire du back et du front. C'est-à-dire, il peut faire tout le design du site et aussi, il peut aussi faire tout le traitement en arrière-plan. Donc ici, il a deux compétences très importantes. Mais front-end, c'est quelqu'un qui fait juste du design, il améliore le site, il habille le site comme on a l'habitude de le dire dans le jargon. Et la partie back-end spécifiquement, c'est quelqu'un qui développe la fonctionnalité, c'est-à-dire le cœur même du produit. Donc c'est comme des API, ainsi de suite, c'est un peu ça. D'accord. Et comment on fait pour devenir développeur en 2023? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un parcours pour être développeur? Bon, est-ce qu'il y a des choses à faire aujourd'hui? Peut-être commencer par certains langages, aller dans une école spécifique pour devenir développeur, ou est-ce qu'on se réveille justement un matin pour dire je veux devenir développeur, quoi? Bon, est-ce qu'on se réveille un matin pour dire qu'on veut? Non. Essentiellement, je pense qu'au début, il faudrait en fait se faire accompagner par quelqu'un. Donc, se faire accompagner par quelqu'un, pour moi, revient à dire soit tu vas dans une école, soit tu as un mentor, c'est-à-dire quelqu'un que tu as vu faire le truc et qui t'a plu et tu lui demandes de t'aiguiller en fait, afin que toi, tu puisses prendre de l'aile. Donc ici, après ça, je trouve que l'école en lui-même ne vaut plus la peine parce que on se retrouve maintenant dans un monde, et moi je l'ai vécu, où toi qui as plus de 5 ans d'expérience ou voilà, tu as fait 5 ans d'université, quelqu'un qui est autodidacte, qui a la possibilité, parce que c'est une grande compétence lorsqu'on est développeur, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir en fait, apprendre de par soi-même, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Parce que en fait, le développement, comme je l'ai dit, c'est écrire du code. Écrire du code revient au fait à rapidement apprendre la technologie. Donc pour apprendre la technologie, tu ne vas pas tout le temps aller à l'école apprendre la technologie. Il faut savoir lire la documentation. Donc, être développeur, au fait, ça amène au fait à travailler ce côté-là, autodidacte. Avoir la capacité de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau rapidement
et fais ce que tu as à faire. C'est très important. D'accord. Ok. Et par rapport au langage de programmation, par quoi il doit commencer? Parce que, enfin, déjà par rapport à mon expérience, parce que j'ai fait un peu de développement aussi, est-ce qu'il faut commencer? Parce que tout le monde commence aujourd'hui par du PHP, sans savoir qu'il veut s'orienter dans le développement. C'est ça. Parce que si tu veux faire autre chose, des systèmes embarqués, c'est PHP, tu dois commencer. Mais quels sont les langages aujourd'hui, même si je pense que quand même, il y a quand même une base pour avoir une base, quand on veut se lancer dans le développement. Qu'est-ce que toi tu conseilles à un jeune qui veut se lancer dans le développement? Quel est le premier langage en fait qu'il peut apprendre? Mais c'est ce que tu as dit, hein, c'est exactement ça. En fait, il faut déjà détecter parce que le développement c'est vague. On peut faire du développement mobile, du développement web. Mais je trouve que la base même c'est l'algorithme. Il faut maîtriser comment on fait faire des algorithmes avant d'aller vers n'importe quel langage de programmation. Parce que quand on a fait la base de l'algorithme, par exemple, si on veut faire du web, on fait du PHP rapidement. Si on veut faire du mobile, Dart, ainsi. Mais au fait, le cœur, c'est l'algorithme. Comprendre comment mettre des conditions, ainsi de suite. Et cela, avec ça, maintenant, on peut aller sur le langage. Par exemple, si c'est PHP, voir comment PHP traduit les langues. C'est au niveau de si, par exemple, si je fais un algorithme, je fais si, par exemple, une information est égale à ça, affiche-moi ça. Voir comment traduire ça sur PHP, comment traduire ça sur Dart en fonction de quelle technologie on veut apprendre. Mais au fait, ici, on peut se dire maintenant que la plupart, lorsqu'ils commencent le développement, ils veulent faire du web. Donc, quand on parle de web, je vais parler de PHP. PHP, c'est la base, ça existe maintenant, il y a des années, pour faire toute la partie back-end. Mais après, pour faire la partie style, HTML, CSS, Bootstrap, Material UI et tout ça. Mais le cœur, CSS aussi. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Donc ici, le cœur, si on fait du web, PHP, commencer par ça. HTML, CSS pour le style. Si on veut du mobile, Android, il y a la partie Flutter maintenant qui est en train d'exceller. Il y a React Native, il y a Dart. Donc tout ça, il faudra au fait voir ce qui au fait vous parle pour commencer. Ok. Je veux aussi qu'on aborde un sujet, les sujets qui piquent. Le salaire. C'est quoi le salaire aujourd'hui d'un développeur en France? Je veux qu'on passe par le grade junior, confirmé, senior. D'accord? Et on va peut-être, si tu es très bon dans le domaine ou si tu connais, je pense que tu maîtrises un petit peu quand même les salaires. Je sais qu'il y a aussi la notion de je suis développeur en portage salarial, développeur en CDI ou développeur en freelance. Mais globalement, on va rester sur une fourchette en fait de CDI. Pour toi, c'est quoi le salaire aujourd'hui auquel peut prétendre en fait un développeur en France s'il est junior? Bon, s'il est junior, sorti d'école avec un diplôme d'ingénieur, au fait, ça passe de 40 à 45. D'accord. Entre 40 et 45. Et s'il est junior, il est très bon parce qu'il y a des gens, franchement, s'il est junior, parce qu'en fait, avant d'être accepté, il faudrait faire des tests techniques. Ok. Donc ici, quand je parle de junior, il a fait les tests techniques, il est passé souvent le salaire qu'on propose. Je ne connais pas dans les autres villes, à Lille et tout ça, non. Mais en Ile-de-France, c'est entre 40 et 45 points junior. Ok, et pour quelqu'un qui est confirmé, donc, qui a quand même passé cette grade-là, qui a peut-être fait 2-3 ans dans une entreprise. Oui, il peut passer de 45 à 50. 45, c'est pas mal déjà pour confirmer. Et donc, je pense que pour quand tu es senior, tu es déjà dans les 64, je pense que la plupart, quand ils arrivent à ce niveau, soit ils passent en portage, soit ils passent en freelancing. D'accord. Parce qu'ils comprennent un peu l'importance le cash qui est derrière le fait de passer en portage. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais si je vais quand même titiller un peu cette partie de portage, c'est quoi ton avis sur le portage, le freelancing? Tu penses que c'est bien de le faire déjà ou ça dépend de la personne? Est-ce que c'est un risque, par exemple, pour un junior, de quelqu'un qui veut se lancer, de dire, bon, moi, je vais commencer par du portage, mais je vais directement aller dans du freelancing? En fait, je trouve que c'est un risque pour quelqu'un qui commence directement dans la programmation, qui vient de terminer de passer en freelancing, parce que quelqu'un qui est freelancing, quelqu'un qui est capable de résoudre le problème par lui-même. C'est-à-dire, parce que tu es freelancing pour une entreprise, peut-être tu es le seul freelancer développeur dans la boîte. Donc, tu dois apporter des résultats palpables pour qu'on puisse justifier ton salaire. Mais voilà, si tu n'es pas autodidacte, tu es bloqué sur des trucs assez simples, mais des trucs assez robustes peut-être, tu n'as pas l'expérience qu'il faut, ça va te dégoûter parce que tu vas trop galérer à trouver, à mettre en place des solutions qui devaient être faciles. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, comme les intervenants aussi m'ont dit dans les vidéos que je pose, c'est déjà quand on sort d'école, faire de l'expérience, c'est-à-dire être en CDI, vraiment passer le temps à apprendre, à emmagasiner le plus d'expérience que vous avez
et quand vous vous sentez prêt, vous vous lancez. De toute façon, vous ne perdez rien parce que vous pouvez être rebondi. Comme je le dis, on est jeune, donc c'est l'occasion de faire des erreurs, quoi. Bah oui, ça c'est sûr. Et en ce qui concerne aussi la partie, parce que je voulais quand même rajouter, il n'a pas tort sur le fait que quand on est jeune, c'est toujours bien d'emmagasiner de l'expérience. Parce que, et moi je conseille même les ESN pour ça, c'est les entreprises qui te portent sur des missions. Donc plus tu fais de missions, tu as beaucoup plus d'expérience. Et si peut-être après 5 ans d'expérience, 2, 3, 4 ans d'expérience, tu passes maintenant en portage salarial ou en freelance, tu apportes de la valeur en fait à une entreprise, parce que le but pour une entreprise déjà quand elle recrute en fait un développeur ou quand elle recrute quelqu'un en général, c'est pour que derrière cette personne puisse apporter de la valeur. Donc si on n'apporte pas de la valeur, on n'est pas bénéfique en drift pour l'entreprise. Au début, les entreprises peuvent accepter, parce que généralement il faut commencer quelque part aussi, t'accompagner à monter en compétences, à apprendre, etc. Mais à un moment donné, dès que tu commences à avoir cette expérience-là, derrière on attend du résultat. Donc c'est toujours mieux d'avoir de l'expérience avant de passer sur du portage salarial, sur le freelancing. Exactement. Les sujets qui fâchent dernièrement sur LinkedIn. Moi je voulais savoir aussi pour toi, est-ce que tu es pour ou tu es contre le télétravail? Parce qu'aujourd'hui, des publications que je vois quand même sur LinkedIn, quand on demande à un développeur ou quand on leur propose des postes, ils demandent du full remote. Qu'est-ce que tu penses du full remote? Bon, pour un développeur au fait qui est à l'aise en full remote, franchement, j'approuve le full remote. Pourquoi? Parce que par exemple, si on prend nous, notre cas, on est en Île-de-France, on est sur Paris où on fait 1 heure de route pour aller au boulot, 1 heure pour revenir à la maison. C'est 1 heure, c'est-à-dire 2 heures, là, on pourrait prendre ça au fait pour réellement être plus productif. Donc, sur ce côté, si vraiment, en fait, le développeur il est à l'aise en full remote et en fait, il produit, c'est-à-dire le plus important, et c'est ça, en fait, qu'il faudrait changer dans la mentalité, c'est le plus important, c'est pas d'être en présentiel. Bon, après, les gens vont parler de l'aspect social, mais je trouve le plus important, c'est déjà apporter le résultat. Tu as quelque chose à faire, tu as un deadline pour le faire. Si tu arrives à le faire à distance, bah, c'est le plus important, je trouve. Je pense aussi que effectivement, déjà, par rapport à mon avis, après moi, j'ai un rôle plus de gestionnaire de projet, de produit. Être en présentiel, c'est toujours bien parce que ça permet d'avoir de créer cette cohésion d'équipe, de pouvoir discuter avec les gens que tu vois tout le temps sur ton ordinateur et vous discuter. Ça permet aussi d'échanger sur d'autres problématiques autres que le boulot et d'avoir un peu plus, je vais dire, créer un grip de l'affinité en fait, entre les gens, ce qui améliore un peu plus le travail. Donc moi, je serais plus pour de l'hybride, tu vois. Pourquoi pas peut-être faire 3 jours de télétravail et 2 jours en présentiel, ou le contraire, 2 jours de télétravail et 3 jours en présentiel pour quand même garder ce lien-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises investissent dans les locaux. C'est ça, si personne ne les occupe à un moment donné, je rejoins. Surtout pour la partie cohésion et vraiment, au fait, à poser le visage sur des personnes, déjà côtoyer des personnes avant de se. Le full remote, je trouve que ça peut venir après, mais pas en début de mission. Parce qu'au fait, il faudrait se familiariser avec les gens qui y travaillent vraiment avant de se dire oui c'est bon je peux passer en full remote, mais ça vient progressivement je trouve. Alors parlons d'un autre sujet, on va parler cette fois-ci maintenant de l'IA. Est-ce que selon toi, parce que là aujourd'hui je pense que celui que tout le monde connaît, ChatGPT, qui écrit du code, quand tu lui demandes de t'écrire une fonction qui fait la somme de 2 nombres, mais ça c'est simple, tu peux me demander d'améliorer une fonction que tu as écrite. Est-ce que tu penses que avec l'IA, le métier de développeur va disparaître? Parce que la dernière fois, j'ai vu un live sur TikTok qui en parlait, où tout le monde était prêt à dire que le métier de développeur va disparaître parce qu'il y a beaucoup de... Il y a de l'IA, il y a Google Bard, il y a plein d'applications en fait, qui se basent sur l'IA maintenant et qui proposent des choses aux développeurs. Est-ce que tu penses que ça va disparaître, ce métier de développeur? En tout cas, franchement, je pense que c'est pas... Même si ça devait disparaître, c'est pas de sitôt parce que c'est vrai que l'IA apporte au fait des aides pour au fait résoudre des problèmes plus complexes, mais il y a un côté quand même humain très important lorsqu'on code son application que l'IA n'a pas, en tout cas que je vois que l'IA n'a pas encore. Donc dire au fait que le métier, au fait mettre les deux en concurrence, je trouve que non, au fait l'IA et le métier de développeur sont très complémentaires en fait, pour au fait apporter quelque chose de plus parfait et aussi pour aider les développeurs dans leurs tâches quotidiennes, c'est ça. Donc je vais plutôt viser le côté complémentarité que le côté concurrent entre les deux. Après, ce qu'il faut ajouter aussi par rapport à mon avis, c'est que déjà c'est des développeurs qui mettent en place les IA. L'IA ne peut pas se créer tout seul. Enfin,
peut-être que c'est déjà le cas, où il y a des IA qui en créent d'autres, je ne suis pas au courant, mais je vais dire quand même que les prompts et autres, c'est généré par des personnes, pas des développeurs. À un moment donné, on va dire peut-être que le nombre de personnes en développement va diminuer parce qu'il y aura des gens qui vont supporter ces IA-là, mais le métier en lui-même ne va pas disparaître. Parce que tu as dit quelque chose qui est important, il y a aussi ce côté humain que l'IA n'a pas. Et la manière de réfléchir, l'analyse en fait qu'il faut faire dans certaines situations pour pouvoir proposer des solutions, je pense que l'IA potentiellement ne pourra pas faire ces analyses-là. Donc le métier ne va pas disparaître, c'est pas évident, en tout cas pas de sitôt. Il va peut-être être amélioré parce qu'il y aura peut-être d'autres manières de développer, ou il y aura peut-être des IA qui vont créer de nouveaux langages, d'autres manières en fait de coder une application. Peut-être les architectures aussi qu'on utilise aujourd'hui vont totalement changer parce qu'il y aura de nouveautés. Il y a des années on n'était pas sur du cloud, je pense qu'on était sur des serveurs dédiés. Aujourd'hui on a maintenant l'utilisation du cloud et ça a réinventé totalement aussi la manière de développer, la manière de développer la solution. C'est exactement ça. Donc comme je l'ai dit, on mise plus sur la complémentarité que la concurrence. Voilà, c'est ça exactement. Maintenant je veux aussi venir sur le fait du coût en fait des applications que nous développons. Pour toi, combien coûte une application web? Combien coûte une application mobile? En fait, ça c'est une très bonne question parce que actuellement le métier de développeur, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on voit des gens mettre, je vous fais votre site en 2 jours à 100 €, à 200 €, ce qui dénigre en réalité le métier de développeur. Mais un site internet, au fait, pouvoir le faire, ça dépend de plusieurs paramètres. Qu'est-ce que le client veut au fait? Qu'est-ce qu'il veut pouvoir réaliser? Quelles sont les fonctionnalités de base? Bref, tout ça, au fait, il faut regarder. Ensuite, en combien de temps il veut que ce soit disponible? Tout ça, il faut regarder avant maintenant de lui proposer un prix. Je ne peux pas te dire un prix fixe, mais ça dépend au fait du projet, de la technologie utilisée et de la partie deadline au fait pour pouvoir mettre en place ça. Mais généralement, si c'est un site très basique avec WordPress, on partira à partir, en tout cas pour mon cas, ça partira à partir de 500 € et le reste on verra après. D'accord. Ok, mais je vais quand même revenir un petit peu sur cette histoire de coût. Là, par exemple, les développeurs qui mettent en place des sites internet à 100, 200 €, etc., je pense quand même qu'ils partent sur des solutions assez basiques, assez simplistes. Peut-être qu'ils vont sur des solutions de drag and drop ou des solutions, enfin, toutes faites, comme Wix par exemple, qui propose des templates pour être utilisés, ou même, je pense, aujourd'hui WordPress aussi, quand même, il y a pas mal de templates en fait qui existent, que tu peux prendre, customiser et proposer la solution à la personne. Mais est-ce que ça justifie vraiment le fait que le site soit aussi moins cher? En fait, le site, non, ça ne justifie pas. Mais le problème aussi, c'est que comme tu l'as dit, avec ces technologies, il y a un problème sur le long terme de maintenabilité. Des fois, en fait, l'application devient très lente. Et parce qu'en fait, c'est en fonction des technos, de la facilité que peut-être le développeur en arrière-plan a, qu'il propose ces genres de prix. Mais sur le long terme, c'est le client qui perd. Parce que si tu payes 200 € pour que ton site marche en 1 an et après 1 an, que ça ne marche pas, ou que ça bug, ou que ça prenne du temps, ou tu payes des clients, autant mieux commencer par la base et payer quelque chose de vraiment conséquent afin d'avoir un produit très bien à la fin, quoi. Donc en gros, ce que tu dis en fait, c'est que la production d'un site internet ne veut pas dire la maintenance de ce site internet. C'est ça. Parce que c'est quelque chose qu'il faut noter. Je mets en place un site internet aujourd'hui ou même une application mobile. Oui, ça va fonctionner. Mais peut-être dans 2-3 ans, les modules qui ont été utilisés pour mettre ce site-là sont obsolètes. Donc il faudrait quand même un développeur. C'est pour ça que je dis que le métier de développeur ne pourra pas disparaître de sitôt. Il faut quand même quelqu'un pour pouvoir mettre à jour ton site internet. Exactement, pour voir les versions qui ont changé. Exactement, en termes de sécurité aussi, que tout ça soit aussi en place. Ce qu'il faut noter aussi, je pense que tu as peut-être omis d'en parler, c'est que la mise en place de site internet, ce n'est pas qu'un développeur qui s'en occupe. À un moment donné, quand je fais mon site, il faudrait que je puisse le tester. Donc il y a quand même les QA testeurs, etc. qui vont aussi en jeu pour tester la solution qui a été développée avant que ça aille en production. Et il n'y a pas que ça aussi. Je pense qu'il y a aussi quand même les gens qui doivent mettre en production. Bien sûr, les développeurs, ils produisent le site internet. Ils doivent aussi le mettre en production. Il y a quand même des métiers pour ces gens-là. Il y a encore des métiers qui doivent aussi mettre en production, qui doivent configurer toute l'infra en fait derrière le truc. Donc je peux dire aussi que ça dépend aussi du type de projet. Si c'est par exemple le boulanger en face qui veut une application, enfin un site internet rapide pour faire, on n'aura pas besoin de tout ça. Donc, après le budget va être un peu restreint. Mais si par exemple c'est une grosse entreprise qui demande une application où derrière il y a
20, 30, 40, 50 fonctionnalités où ça commence à être énorme, il faut mettre quand même, je vais dire, l'équipe en place. Il faut, cette équipe, il faut la payer. Là, on peut aller bizarrement, des sites peuvent coûter à partir de 15, 20 000 euros. Tout dépend de l'organisation et de la taille de l'entreprise et de ce qu'ils veulent. Parce que je me suis retrouvé déjà avec des entreprises où l'architecture même, c'est-à-dire avant même de démarrer le projet, la manière de couper le projet est différente de quelqu'un qui fait, comme tu l'as dit, un site pour un gars en bas ou un gars au supermarché, c'est différent des gros sites. Donc en fonction de tout ça, en fait, c'est... Là, on essaie de taper le coup, en fait. On regarde le coup adapté, c'est ça exactement. D'accord. Je veux aussi je veux maintenant qu'on parle un petit peu de la vie d'un développeur. Parce qu'il y a le cliché où on dit que le développeur c'est un geek, qu'il est tout le temps dans sa chambre fermée. Même sur Internet, quand tu tapes développeur, on a autour des images de quelqu'un qui est dans sa chambre, qui est fermé avec son casque devant un écran où il y a du tout noir ou des codes en fait, qui sont écrits en chaîne, etc. Est-ce que c'est vraiment ça la vie d'un développeur? Pas totalement, pas totalement. En fait, je pense que le côté geek qu'on dit souvent, c'est parce qu'en fait, le développeur, en tout cas, quelqu'un qui est développeur, c'est quelqu'un qui est passionné. Donc, être passionné de quelque chose, c'est peut-être, pour certains, le voir passer du temps devant l'écran, c'est ce côté, en fait, qu'on appelle pour moi le côté geek. Donc, en réalité, un développeur, c'est juste quelqu'un qui est passionné du code. C'est quelqu'un qui aime apporter des solutions. Maintenant, quand on parle de passion, ça regroupe plusieurs choses. C'est-à-dire, il peut être amené à être geek, à être obsédé par le fait de résoudre des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et on va dire que le développeur aussi, il va au restaurant. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des développeurs qui sont calés dans leur chambre. Il y en a d'autres, tu les vois, mais en fait, ils sont sortis totalement du cliché du développeur classique qui est tout le temps devant son ordinateur. Mais le fait, c'est que ça dépend de la productivité de chacun. Tu vois, il y a des développeurs qui peuvent faire tout, avoir fait un style de vie hors du commun de ce qu'on connaît d'un développeur classique qui est tout le temps devant sa machine, mais qui bosse quand même plus qu'un développeur qui est tout le temps devant son ordinateur. Donc le truc, c'est être passionné et surtout ce côté aussi de deep work, c'est-à-dire être concentré sur une seule tâche à la fois, le fini et voilà, passer à autre chose, quoi. C'est un peu ça. Et enfin, je veux aussi que tu parles aussi en fait à ceux qui nous suivent, par exemple, là on change vraiment de cette partie de vie des développeurs et on va rentrer dans les solutions que toi aujourd'hui tu as vues, enfin qui ont été développées sur le marché et tu estimes que derrière ces solutions-là, il y a vraiment eu du travail qui a été effectué, que entre les développeurs ou maintenant l'entreprise ou du moins en fait la team qui a mis en place en fait cette solution est vraiment à féliciter. Quelles sont les solutions que tu trouves vraiment qualitatives en termes de propriété de code, je vais dire, d'architecture, de fonctionnalité, de comment ça évolue au quotidien, de mise à jour aussi? Quelles sont les solutions? Peut-être 2-3 solutions, et si tu as peut-être des retours d'expérience en fait, si tu connais peut-être ceux qui ont développé cette solution ou tu as proposé toi-même des solutions. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a une solution. Bon, la première, je vais commencer par Teams. Teams, en fait, c'est un outil en entreprise qui nous permet de pouvoir faire des communications, ainsi de suite. J'ai remarqué, par exemple, qu'ils ont vraiment apporté des améliorations par rapport à la solution. Par exemple, lorsqu'on appelle la qualité de l'audio, on peut en fait installer ça sur différentes entreprises. On peut même installer ça sur les serveurs de l'entreprise. Donc, ça, par exemple, c'est une application que je vois au fur et à mesure se développer. Il y a aussi l'application que j'ai récemment découvert qui évolue très bien. C'est une application Frikawa. C'est une application qui permet aux gens de pouvoir en fait, aider leurs créateurs en ligne. Et j'ai quand même trouvé la solution innovante pour pouvoir aider des personnes, par exemple, qui partagent des informations comme nous. Les créateurs de contenu. Donc, c'est une application quand même que j'ai vraiment appréciée. Mis à part ça aussi, il y a plusieurs autres. Il y a par exemple l'application que j'ai vue, qu'on utilise couramment tout le monde, c'est WhatsApp. J'ai remarqué que même WhatsApp a apporté des solutions où on peut suivre maintenant des artistes en ligne, donc on fait au fur et à mesure des créateurs et des chaînes en fait. Donc en fait, c'est arrivé à un niveau où je suis sûr qu'aujourd'hui, si on supprime WhatsApp, ça va manquer aux gens parce qu'ils ont commencé petit à petit, on a su. Je vais dire aujourd'hui qu'il y a pas mal d'applications qui font partie par exemple du quotidien. Oui, c'est ça. En fait, c'est la vie quoi. C'est un peu comme se lever aller manger. Par exemple, si on prend le cas de Facebook qui avait arrêté un moment de marcher, c'était grave, tout le monde se mettait. Quand tu vas sur Twitter qui est devenu X aujourd'hui, tout le monde commence à dire. Si ces applications disparaissent du jour au lendemain, les gens vont le sentir. Après, c'est des applications aussi qui ont créé de nouveaux métiers. C'est ça.
tout simplement. C'est ça, les gens qui ont par exemple commencent à gagner de l'argent avec ces là, applications. Facebook, Instagram, TikTok et tout, ben, il y a des gens qui ne vivent que de ces réseaux-là. Donc, si ces réseaux-là s'arrêtent, imaginez le nombre de chômage qu'il y aura. Ah oui, ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'ils payent encore bien plus que des gens qui ont fait des 5 ans d'expérience et tout. Donc. Ah oui, effectivement. Bon, là, on est à la fin de cette vidéo. Mais avant de totalement finir, je pense que tu as lancé quand même une série de formations sur YouTube pour ceux qui veulent embrasser ce monde de développement là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se passe? Oui, en fait, je fais plein de formations sur différentes technologies, hein, sur ceux qui veulent se lancer dans le développement d'applications et ceux qui veulent aussi se mettre en freelancing. Donc, le développement d'applications, j'ai fait plein de formations PHP, Vue.js, Laravel, et là, actuellement, je viens de finir une formation totalement sur React, où j'ai fait tout un système de lecture de musique avec l'API de iTunes. Donc, au cours de cette vidéo là, c'était un truc de 7 ou 8 vidéos par là. J'ai montré étape par étape comment mettre en place ça. Maintenant, le côté freelancing, j'ai en fait fait un défi lorsque j'étais en Afrique. L'objectif pour moi, c'était de générer seulement $1 500 en étant en Afrique et sur Upwork. Ce que j'ai pu faire, j'ai montré un peu le retour. Et là, actuellement, on est à $2 500. Donc, voilà un peu les formations que je fais. Donc, si ça intéresse tous les développeurs qui sont là ou des futurs développeurs, vous pouvez me rejoindre. Voilà, je mettrai le lien de la chaîne YouTube de Moufid en fait en commentaire de cette vidéo. Donc, vous pouvez directement le contacter. Je pense aussi que tu as une chaîne Discord. Oui, Discord, c'est là où en fait, je fais les formations en ligne. Donc, directement, si vous accédez à YouTube, forcément, vous allez trouver le lien Discord. C'est partout sur la chaîne YouTube. Ok. Est-ce que tu as un mot de fin pour clôturer cette vidéo? Bon, le mot de fin que j'aurais au fait à donner, donc je suppose que tous ceux qui sont ici sont passionnés de l'informatique de manière générale. Ouais. Donc, le mot de fin, c'est vraiment au fait, prenez le temps à bâtir cette compétence. C'est souvent ce que je retiens de toutes les interviews que je fais aux gens. C'est d'apprendre à apprendre. Parce qu'au fait, quand tu sais apprendre, tu peux apprendre n'importe quoi. Que ce soit le Scrum Master, que ce soit le développement, que ce soit du DevOps. Mais la compétence importante, c'est d'apprendre à apprendre. C'est très important. Effectivement. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois avec peut-être une autre personne que je vais inviter aussi qui va parler de son expérience sur le métier du développement, pourquoi pas, peut-être même d'autres métiers en informatique. On aura le temps de découvrir. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour avoir aussi pour voir quand je publie de nouvelles vidéos sur les thématiques de développement. Allez,